Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Le juge président, rebonjour monsieur le témoin, bonjour à tous. Je redonne la parole à Maître Altit. Merci monsieur le président. Monsieur Nguessan, rebonjour. Bonjour. Alors, lorsque nous nous sommes quittés, avant le break, vous nous disiez être allé à l'hôtel du Golfe. Pouvez-vous nous dire qui vous y avez vu, c'est-à-dire qui s'y trouvait, à votre connaissance, dans cet hôtel du Golfe? Au moment où vous y êtes allé, hein? C'est toute l'équipe de campagne du président Alassane Ouattara qui s'y trouvait. Il y avait beaucoup de gens? Oui. À peu près qu'on ait une idée. Entre l'équipe centrale des campagnes qui comportait à peu près une centaine de gens et les directeurs régionaux, il faut compter que nous étions au bas mot 150 à 200. Voilà. Et est-ce que je comprends bien que vous nous dites qu'en fait ces gens-là sont restés basés au Golfe pendant toute la crise? Non. Alors, C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pendant la campagne, le Golfe était le QG où on tenait nos réunions, où on essayait de voir quelles sont nos stratégies de communication. Donc il y avait une unité centrale, ça veut dire que la direction centrale de campagne qui était au Golfe en permanence pour réfléchir aux stratégies et faire le point de l'état d'avancement de notre pénétration du terrain en termes de conviction à apporter à nos militants. Et puis maintenant, il y a ceux qui étaient sur le terrain comme nous autres. Donc, c'est pas, on logeait pas là-bas. On ne logeait pas au Golfe. C'est quand la crise a commencé, effectivement, qu'on s'est retrouvé assis au Golfe avec des gens qui y dormaient. d'accord. Est-ce que je comprends bien que vous nous dites qu'avant le second tour, vous vous rendiez régulièrement au Golfe pour discuter de ce que vous venez de nous dire? On allait au Golfe pour parler de nos stratégies de campagne, mais ce que vous devez retenir, c'est que le Golfe a été choisi pour permettre de centraliser les résultats. On avait une équipe qui centralisait les résultats, surtout au deuxième tour. Sinon, au premier tour, je vous dis que nous étions tous sur le terrain. À part cette équipe de campagne dont vous venez de nous parler, qui se trouvait au Golfe? Les clients habituels de l'hôtel du Golfe, Des touristes? certainement. Ils avaient des uniformes? Non, Vous n'avez pas vu de soldats non, et de chefs militaires? non, De représentants de l'ONUCI? non, D'officiers français? non, De gardes du corps français? non. De conseillers français? Qu'est-ce que vous entendez par conseiller français? C'est quoi un conseiller français? C'est une bonne question. Vous faites bien de me la poser. Je vais préciser ma propre question. Merci. C'est un monsieur ou une dame envoyé en mission, Ah oui, par conséquent représentant les autorités françaises, ok. dont la mission est de conseiller sur différents plans. Ça peut être un plan politique, ça peut être un plan militaire, ça peut être un plan médiatique, ça peut être toutes sortes de plans. Alassane Ouattara, à cette époque-là, en avez-vous vu autour de lui? Donc, permettez que je demande plus de précision. Quand vous voyez un monsieur arrêté, avez-vous la capacité d'identifier son métier?
Monsieur Nguessan, je vais reposer ma question. Comme ça, on va être bien d'accord. Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, vous nous avez dit que vous avez participé à de nombreuses réunions avant le second tour, correct? Yes, correct, excusez-moi. Que ces nombreuses réunions avaient trait à la stratégie, je sais que vous n'aimez pas tellement cette formule, mais disons à l'organisation ou à la conception et à la mise en œuvre de lignes d'action pour le parti, correct? Pour la campagne. Pour la campagne. C'est ce que vous avez dit, en effet. Donc c'est correct? Oui. Alors, on va y aller étape par étape. Je vais d'abord vous poser une question. Y avait-il, lors de ces réunions, Alassane Ouattara, participait-il à ces réunions ou à certaines d'entre elles? Généralement, avec le président Alassane Ouattara, nous faisons une mise en forme de nos idées et à la fin, il vient pour pouvoir vérifier. Mais il n'était pas au quotidien dans ce type de réunion. Je préfère vous le dire. Mais je voudrais que vous... Attendez, pardon. Lui est-il arrivé de participer à de telles réunions, même à la fin des réunions, si je vous comprends bien? Bien sûr. Alassane était le candidat. Donc il veillait au grain. À ces occasions, avez-vous vu des personnes françaises autour de lui? Non. À ces occasions ou à d'autres, quand vous l'aperceviez, avait-il autour de lui des gardes du corps français? Je ne l'ai jamais vu avec des gardes du corps français. Il a toujours eu des gardes du corps ivoiriens. Ce qui est normal. En tant qu'ancien Premier ministre, il avait droit à une certaine sécurité. C'est un décret qu'il institue. Et puis après, quand on a fini Marcoussis, il avait été dit que les responsables politiques qui avaient participé à Marcoussis avaient droit à une garde qui était essentiellement des Ivoiriens. Parfait, vos réponses sont très claires. Nous allons passer à un autre point, si vous voulez bien. Il s'agit de la marche de mars 2004. Vous vous souvenez qu'hier, vous nous en avez parlé? Oui. De façon longue et précise. Et précise, en effet. Alors, ma première question, c'est de savoir où vous vous trouviez les jours précédant la marche. J'étais chez moi à la maison. Et elle est où, la maison? En ce moment, j'habitais la Riviera 3. Donc à Abidjan, c'est bien ça? Bien sûr. Dans quel quartier? Le quartier Riviera 3. Et pour nous qui connaissons mal, c'est où? Dans quelle commune? Peut-être qu'il lui fallu qu'on ait ici une carte pour que chaque fois on vous montre les quartiers, parce qu'Abidjan compte au minimum une dizaine de quartiers et plusieurs sous-quartiers. Alors si chaque fois je dois vous faire un plan, je ne sais pas si on va finir. Pour les Ivoiriens, ils savent ce que c'est que la Riviera 3. Parce que la Riviera comprend d'une part Riviera 1, Riviera 2, Riviera 3, Riviera les Rosiers, ainsi de suite. Et vous voulez maintenant que je vous fasse un plan, maître? Je suis d'accord. Tout ça, c'est l'ensemble de Cocody. Il y a 2 plateaux. D'accord. Et Cocody même a plusieurs quartiers. Et chaque fois qu'on doit vous indiquer une zone, on est obligé de dire non, oui, c'est à quel endroit, c'est loin de tel endroit. Peut-être qu'il lui fallait vous renseigner un peu plus sur la cartographie de la ville d'Abidjan. Ça nous aurait épargné ce type de questions. This is something which came up to my mind. Le président, c'est quelque chose qui m'a interpellé ce matin lorsque vous faisiez la distinction entre la résidence et le palais. Il faudrait peut-être avoir une carte. Je crois qu'il y a un accord au sujet du carte. Servez-vous d'une carte afin que l'on puisse nous orienter. La Chambre pourrait s'orienter. Après ce volet d'audience, j'avais l'intention de demander à Felipe de trouver un moyen de mettre à disposition une carte, à l'écran peut-être, afin que nous puissions savoir de quoi il s'agit concrètement. Pour le moment, j'en profite pour demander au greffe de mettre à disposition une carte
pour nous éclairer. Merci. Veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Sans aucun doute, une carte pourrait nous être utile. En ce qui concerne ma question ici, le témoin a répondu, en fait, c'était pour avoir une idée. Et vous avez dit, je crois, Monsieur Nguessan, Cocody, n'est-ce pas? Ribera Cocody. Voilà. Donc ça nous aide à préciser les choses. Hein. Vous nous pardonnez, mais encore une fois, nous ne sommes pas des Abidjanais. Et parfois, le procureur vous le disait, je crois, au début de son interrogatoire, il vous disait parfois nous vous poserons des questions qui vous sembleront évidentes, mais ça vous est évident à vous, ça ne nous l'est pas nécessairement à nous. Bien compris. En tout cas, merci de votre patience et de votre bonté. Alors, donc les jours précédant cette manifestation, est-ce qu'on peut appeler ça une manifestation? Est-ce que les partis, le G7 dont vous nous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'ils appelaient à manifester? On avait émis le souhait de faire une marche pour réclamer l'application effective de l'accord de l'ISNAS Marcoussis avec toutes ses composantes. D'accord. Donc vous vous étiez réunis, je suppose à plusieurs reprises, entre responsables des différents partis composant le G7 et des 3 mouvements rebelles armés dont vous nous avez parlé tout à l'heure, pour préparer, et je suis votre précision, la marche. Est-ce que c'est correct? Nous nous sommes réunis pour préparer cette réunion avec les forces nouvelles et les 4 partis politiques légalement constitués. Monsieur Nguessan, il faut, j'en appelle à votre bienveillance, il faut nous aider. Vous nous avez tout à fait clairement dit tout à l'heure que le G7, c'était 4 partis politiques et 3 mouvements rebelles armés. Correct? Qui ont été baptisés par la suite Forces Nouvelles à la conférence de l'INAS Marcoussis. Et nous, l'expression rebelle, une fois que nous sommes revenus de l'INAS Marcoussis, nous ne sommes pas autorisés à l'appeler ainsi. Et si vous faites attention, tous les documents qui ont été signés, aussi bien par le président Gbagbo, que M. Soroguem, que M. Henri Konan Bédié et M. comment on appelle ça, M. Alassane Ouattara, tous ces documents portaient la mention Force Nouvelle. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous nous dites que ces 3 mouvements ex-rebelles, vous insistez là-dessus, mais néanmoins armés, se sont réunis et ont constitué les forces nouvelles. C'est bien cela, j'ai bien compris. Ils n'ont pas constitué. Ils n'ont pas constitué les forces nouvelles. L'appellation force nouvelle a été suggérée par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Au terme de l'accord de l'INAS Marcoussis, et pendant qu'on était dans la salle, pour éviter le côté péjoratif du concept de rebelle, il a dit, comme c'est des mouvements politiques, que ces 3, on les appelle maintenant les forces nouvelles. Et nous nous en sommes tenus à là. Tous les accords qui ont été signés par la suite, Accra 2, Accra 3, Pretoria, Ouaga 1, 2, c'est forces nouvelles. Le président Gbagbo, M. Soroguem, qui était le responsable des forces nouvelles, le RDR, qui était représenté par M. Alassane Ouattara. C'est la raison pour laquelle, sachez que dans notre désir de trouver une solution à notre crise, on s'était interdit certaines expressions péjoratives. Puisqu'on s'est entendu, on a signé un accord, ça ne faisait pas bien d'aller à une réunion et puis de dire les rebelles, les rebelles, les rebelles. Ça ne concourait pas à la cohésion sociale. C'est des Ivoiriens qui se sont mis dans des mouvements politiques qu'on appelait les forces nouvelles.
Vous comprenez donc pourquoi, personnellement, je n'aime pas que vous employez trop souvent cette expression rebelle. Je comprends. Et encore une fois, Monsieur Nguessan, je vous répète ce que je vous disais hier, votre engagement politique est tout à fait respectable et personne ne nie ici qu'il ne soit pas ou qu'il soit respectable. Mais ma question était beaucoup plus simple et concrète. Donc, on peut dire que les forces nouvelles, ce sont les 3 mouvements armés dont vous-même avez dit tout à l'heure qu'ils étaient à l'origine de la rébellion. C'est vous qui nous avez expliqué ça. Donc c'est correct, ça? C'est correct. Très bien. Alors, à propos de cette marche, donc, j'ai cru comprendre, je vous ai posé la question et je ne sais plus exactement quelle était votre réponse, mais qu'il y a eu des réunions entre tous les mouvements composant le G7, les forces nouvelles, si vous voulez, parce que j'avais dit les 3 mouvements armés, mais on peut dire les forces nouvelles à la place. Vous êtes d'accord? Parfait. Donc les forces nouvelles et les 4 partis politiques, dont le vôtre. Oui. Donc, si je comprends bien, il y a eu des réunions de préparation. Bien évidemment. Ce type de marche se fait d'abord avec un concept. Comment définir l'itinéraire? Donc on se réunit. À quel endroit les militants doivent se regrouper? Comment assurer qu'il n'y aura pas d'infiltration? Tout ça, ça se prépare. Et c'est ce que nous avons fait. Dans le cadre de la préparation, je suppose que vous avez discuté de la demande d'autorisation de manifester. Je vais préciser ma question. Je suppose qu'en Côte d'Ivoire, comme en France par exemple, lorsqu'un parti ou un syndicat ou que sais-je veut manifester, il dépose une demande d'autorisation auprès de la préfecture. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Ça se fait ainsi en Côte d'Ivoire. Je vous fais remarquer que nous avons fait cette demande. Mais le président Gbagbo avait déjà réquisitionné l'armée pour empêcher toute activité de ce genre. Le plateau avait été immédiatement déclaré zone rouge. Alors on va aller étape par étape. Donc, il y avait une demande d'autorisation de manifester et une réponse de la préfecture, je suppose. Pas de réponse de la préfecture, mais par contre, une réquisition de l'armée qui a été prise par le président Laurent Gbagbo. Répondez juste à mes questions, parce qu'on va essayer de comprendre. Il n'y a pas eu de réponse de la préfecture, mais il y a eu il y a eu une réaction des autorités compétentes. Les autorités compétentes, c'est la préfecture et le ministère de l'Intérieur. Qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque? Je voudrais bien préciser les choses. Quand le président de la République, chef des armées, prend une réquisition de l'armée pour interdire une marche dans une zone, vous doutez bien que c'est lui le chef suprême des armées. Donc ce n'est plus tellement quel est le préfet, qui est le ministre qui compte. Mais c'est qu'il y a une décision d'autorité qui a été prise pour interdire cette marche. Monsieur Nguessan, je vous pose une question simple. Vous nous donnez votre avis, votre opinion, elle est respectable. Mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque? Je n'ai pas souvenir de son nom. Qui était le Premier ministre? Seydou Eliman Diarra. Alors, le jour de la marche, dont vous nous avez dit qu'elle avait été interdite, j'ai bien compris. Et il faut que vous parliez, pardon, mais c'est pour les transcrits. Il faut que vous disiez oui, non, ce que vous voulez, mais il faut dire quelque chose. Parce que je vous ai vu hocher la tête, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez dire Je croyais que vous continuez de poser votre question. Non, non. Moi, je vous écoute. Alors je vais reposer ma question. Le jour de la marche, dont vous nous avez dit qu'elle avait été interdite, c'est bien ça? Vous nous avez dit ça?
On nous avait interdit l'accès au plateau, puisque notre itinéraire, c'était de faire partie les militants de différents quartiers pour converger vers le centre. D'accord. Et l'interdiction portait essentiellement sur une zone rouge qui a été tracée pour empêcher que nous rentrions dans le plateau. Donc, je ne vous ai pas dit que la marche a été interdite. Elle a été autorisée? Je ne vous ai pas dit non plus qu'elle a été autorisée. Alors on va le dire comme ça et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Malgré le défaut d'autorisation de la marche, malgré le fait que cette marche était organisée non seulement par des partis politiques légaux, mais aussi par des mouvements armés, et donc que cela pouvait éventuellement susciter, on peut le comprendre, peut-être pour certains des inquiétudes, vous avez, vous, G7, néanmoins décidé de tenir la marche. Alors ma question est simple, qui a décidé de maintenir la marche? C'est le directoire du G7. Et c'est qui le directoire du G7? Le directoire du G7 comprend principalement les principaux leaders du G7. En l'occurrence, ou leurs représentants pendant les différentes sessions et réunions qu'on tenait. Moi, à titre personnel, j'ai représenté le MFA au niveau du directoire du G7. Et donc, c'est nous qui avons décidé que la marche devait avoir lieu. D'accord. Et parmi ceux qui ont pris la décision, les représentants, je suppose, et vous allez nous le dire, des trois mouvements armés, fondus, ou pas vraiment fondus, parce que ce n'est pas tout à fait clair, mais enfin, dans les forces nouvelles, c'est bien ça? Oui. Les forces nouvelles ont participé à la prise des décisions pour l'organisation de cette marche. Donc, si je comprends bien, des mouvements armés passent outre un défaut d'autorisation et vous, vous trouvez ça normal. C'est ça? J'ai l'impression que c'est un commentaire que vous voulez faire. Non, c'est une question. Puisque vous me demandez si c'est normal. Quand vous prenez votre décision, vous trouvez ça normal? Écoutez, maintenant, je voudrais... Juste un instant, s'il vous plaît. Sorry. Le président, allez-y, allez-y. Monsieur Dermijan, j'ai hésité avant d'intervenir, mais je crois qu'on est en train d'ergoter avec le témoin, on est en train de lui demander son opinion sur, pour savoir si c'était normal ou pas. Et on devrait s'en tenir au fait, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs. Le président, d'ailleurs, si vous n'aviez pas soulevé d'objection, je l'aurais fait moi-même, je serais intervenu pour dire quelque chose. Ce que pense, ce que ressent le témoin, non, il s'agit de savoir ce qu'il savait. Donc, revenons à notre affaire. Est-ce qu'il y a eu un début de marche? Parce que vous nous avez dit hier, et c'était assez clair d'ailleurs, qu'elle n'a pas eu lieu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu quand même un début? Avant de répondre à votre question, je voudrais ajouter que les forces nouvelles à Abidjan n'étaient pas armées. Les forces nouvelles étaient cantonnées dans la zone sous leur contrôle. Leurs armes étaient dans cette zone. Parce que j'ai senti quelques insinuations de votre part. C'était dans leur zone qu'ils étaient armés. Mais quand Soro Guillaume venait à Abidjan pour assister au Conseil des ministres avec le président Laurent Gbagbo, il ne venait pas avec des armes. Ils avaient à peu près 7 ministres dans le gouvernement d'union. Et ces 7 ministres ne rentraient pas au palais avec leurs armes. Pourtant, parmi eux, il y avait des commandants. Ils venaient dans une situation normale. Donc, qu'on ne me dise pas que nous on fait une réunion avec des mouvements armés pour organiser une marche. Je crois que c'est nécessaire de rectifier. Maintenant, pour en venir à votre question. Oui, je le maintiens.
la marche telle qu'elle avait été organisée par nous devait partir de certains points de rassemblement pour tenter de converger vers le plateau. Mais ces points de rassemblement n'ont même pas pu voir le jour que les hélicos de combat ont bombardé nos militants. Donc on ne peut pas dire que la marche a commencé. Elle n'a même pas commencé. À partir de 6h à 7h du matin, les bombardements avaient déjà commencé. Et je crois que les différents rapports que vous devez certainement avoir à votre possession l'attestent. Merci. Elle devait converger où, cette marche? Notre objectif... Attendez, pardon. Notre objectif... Attendez, parce que je n'ai pas tout à fait, cette fois-ci, fini ma question. Merci. Elle devait converger où? Alors, j'ai compris que vous avez dit au plateau, mais où au plateau? C'est ma question. Et avant de répondre, laissons passer quelques secondes ensemble. Ça sera plus facile. Et je crois que c'est bon. Je crois que vous pouvez répondre. L'une des places les plus importantes au plateau à Abidjan, c'est la place de la République. Donc tout mouvement politique, toute association politique, quand elle veut organiser une manifestation d'ampleur pour montrer qu'il y a du monde, se donne comme objectif d'aller à la place de la République. C'était le lieu de convergence qu'on avait souhaité. Mais je vous fais remarquer qu'il y a eu une réquisition pour interdire l'accès au plateau. Donc, cet objectif ne pouvait pas être atteint. D'accord. Quel quartier d'Abidjan a porté de quoi? Je crois que Monsieur le Président a été assez précis. Vous savez, il ne faut pas faire parler ni les juges ni les avocats. Et il faut simplement répondre à la question. Elle est simple, pas besoin de carte. Où étiez-vous? Et permettez-moi de vous rappeler que vous avez juré de dire la vérité. Donc, je repose ma question. Où étiez-vous? Où dans Abidjan étiez-vous ce jour-là? J'étais à la Riviera. Avec d'autres représentants du G7? Non. Vous nous avez dit que des hélicoptères ont bombardé les manifestants, c'est bien ça? Oui. Vous les avez vus? Nous ne les avons pas vus, mais ce que nous savons, puisque nous sommes organisés en groupe quartier par quartier, nous avions les témoignages par téléphone, peut-être parce que c'était notre meilleur moyen de communication. Et je crois qu'on ne peut même pas douter de cela, puisque les différents rapports l'ont confirmé. Donc vous ne les avez pas vus? Je vous dis, j'étais à Abidjan et j'ai reçu des appels, et nous tous, nous avons reçu des appels comme quoi les hélicoptères ont bombardé les populations à Niama et à Bobo. Et les rapports l'attestent. Ce n'est pas moi qui vais contredire un rapport de l'ONU qui atteste de ce qui s'est passé effectivement ce jour-là. Et qui a pu dénombrer à peu près 120 morts, alors que nous, par approche de proximité, on était aux alentours de 350 morts. Et ces morts ont été bien évidemment enterrés dans des endroits qui sont bien connus à Abidjan. Je vais passer à un autre point. Hier, vous nous avez parlé d'un massacre à Djouekoué, vous vous souvenez? J'avais dit de ce massacre que c'est des informations que j'ai pu avoir à la suite des rapports. Tous les massacres dont je peux parler avec certitude, c'est essentiellement celui de Daloa, qui était sous contrôle de M. Gbagbo, et puis celui de Boaké, les gendarmes, parce que là, j'ai eu sous mes yeux la liste exhaustive des personnes qui ont été assassinées. Pour le reste, c'est des informations qui sont contenues dans les rapports. Ne me demandez pas d'aller voir, surtout que pour la plupart, ils n'ont pas donné le détail des personnes qui ont été assassinées. Ma question allait être la suivante. Est-ce que c'était le premier massacre ayant eu lieu à Djouekoué?
Vous savez, la zone de Djekoué est une zone un peu délicate. C'est une zone de culture de rente. Et avec la raréfaction des terres, régulièrement, on a assisté à des conflits interethniques où aujourd'hui c'est 10 personnes, demain c'est 20, 30, mais tout ça s'est accéléré après, comment on appelle ça, les événements de 2002. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est la première fois, puisque par le passé, avant même l'arrivée du président Gbagbo au pouvoir, il y avait déjà des conflits dans cette zone et qui faisaient des dizaines de morts parfois. Et à votre connaissance, y a-t-il eu des massacres à Djekoué après celui dont vous nous avez parlé? Je n'ai pas souvenance. Vous voyez, je suis un tout petit peu dubitatif parce que il y a beaucoup de rapports sur beaucoup de massacres à Djekoué, notamment en 2010-2011. Alors je ne sais pas comment vous poser la question parce que les droits de l'homme, vous en êtes occupés. Et pourtant, vous me dites de ne rien avoir su de tout cela à part celui dont vous nous parlez. Alors, peut-être, est-ce que je peux vous poser la question comme ça? Après votre ministère, vous êtes-vous désintéressé de la question des droits de l'homme? J'ai continué à m'intéresser à la question des droits de l'homme parce que c'est quelque chose qui est consubstantiel à ma personne elle-même. J'ai de tout le temps défendu les droits de l'homme, donc je ne me suis pas désintéressé. Mais je peux ne pas avoir été destinataire de certains rapports. Est-ce que... Enfin, comment vous posez la question? Vous n'avez jamais eu connaissance de massacres au pluriel et d'un massacre en plus particulièrement ayant eu lieu à Djekoué durant la crise post-électorale qui aurait fait l'objet de très, très nombreux rapports d'organisations internationales? J'ai entendu parler de ces rapports, mais je ne les ai pas eus à la main. Et je ne parle que de choses que j'ai touchées et que j'ai vues. Les journaux n'en avaient pas parlé? J'ai dit, vous savez, selon les... C'est pas que je doute de ce que les journaux disent, hein, mais franchement, un homme politique qui s'appuie sur les journaux pour fonder son opinion, c'est qu'il n'est pas sérieux. D'accord. Alors on va passer à autre chose. On va passer à Marcoussis, si vous voulez bien. Parce que vous nous avez donné des éléments hier utiles. Alors, je vais vous poser des questions pour essayer de préciser un petit peu les choses, n'est-ce pas? Vous êtes allé à Marcoussis, vous nous avez dit avoir participé à la conférence. Est-ce que je peux vous demander... Alors, vous nous avez dit, dans le cadre de votre parti politique, mais quelle était votre qualité exactement? En quelle qualité étiez-vous à Marcoussis? Bien. J'étais à Marcoussis en tant qu'ami de Anaki Kobena Innocent. Et je vais vous bien préciser le contexte. Quand il y a eu la clé de répartition pour ceux qui devaient participer à Marcoussis, avec les critères de sélection, Anaki Kobena, qui est mon ami depuis de très longues dates, m'a dit: Joël, est-ce que tu peux m'accompagner en France? Je m'en vais à la conférence de l'INAS Marcoussis. Je dis: ah, c'est une bonne occasion pour moi d'aller retrouver de la famille à Paris. Donc, mon idée, c'était d'être présent à Paris, principalement au quartier qui s'appelle Colombe, et de lui apporter des informations par fax, puisque lui, il serait dans la salle. Donc, je suis arrivé le lendemain de l'ouverture de la conférence de Paris. Je suis allé chez ma jeune sœur et j'ai appelé Anaki. J'ai dit: ben écoute, je suis à Paris. Il me dit: ça tombe très bien, la clé de répartition a changé et j'ai demandé
que j'ai quelqu'un pour m'assister. C'est comme ça qu'en moins de 1 heure de temps, parti pour l'aider, en étant assis ailleurs, je me suis retrouvé dans la salle de la conférence de Linas Markoussi. Ce sont les faits. Par parti politique ou par mouvement. Et derrière les 2 représentants, le FPI, en plus de ces 2 représentants, avait droit à 5 autres représentants. Le RDR, en plus de ces 2 représentants autour de la table, avait droit à 5 autres représentants. Il en est de même pour le PDCI et pour l'UDPCI. Le MFA, l'UDCI, le PIT, qui étaient des partis certainement de moindre importance, avaient droit à leur unique 2 représentants autour de la table. Les mouvements qui ont déclenché la rébellion avaient aussi 2 représentants autour de la table et derrière, ils avaient 5 autres représentants. Voici la configuration de la conférence de Linas Markoussi dans sa forme spatiale. C'est parfait, c'était exactement ma question, pour essayer de comprendre qui participait en réalité aux discussions. Alors, pour qu'on comprenne bien encore une fois, il y avait donc à la même table les représentants des partis et les représentants des mouvements, et vous avez dit vous-même à l'instant, qui avaient déclenché la rébellion, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Qui avait invité tout ce monde? Je l'avais dit tantôt. C'est à l'invitation de la France. Vous avez vu, même le rapport qui est sorti l'indique dans son intitulé. 2, la définition des critères a été arrêtée par M. Laurent Gbagbo. Des critères de participation. 1, des partis politiques ayant au moins 1 représentant à l'Assemblée nationale. À cette période, le RDR n'avait pas de représentant à l'Assemblée nationale. Donc il a été dit qu'un parti politique ayant des communes. C'était l'un des critères. Une fois que ce critère a été arrêté, maintenant la clé de répartition. Pourquoi 2, pourquoi 5? Franchement, je n'ai pas assisté à cette réunion qui a permis de définir la clé de répartition. D'accord. Qui avait payé le voyage des représentants de tous ces partis-là et mouvements? Je ne peux pas vous dire parce que ce que nous savons, c'est qu'on nous a demandé tout simplement d'aller prendre nos billets. Mais moi particulièrement, mon nom ne figurait pas sur la liste des gens qui avaient accès à un billet. J'ai payé de ma propre poche mon billet. C'est arrivé, après Markoussi, quand on est revenu à Abidjan, que j'ai fait une réclamation pour avoir mon billet payé. Mais sinon, puisque j'ai fait la réclamation au niveau de l'ambassade de France, je peux imaginer aisément que c'est la France qui a payé les billets d'avion de tout le monde. Et votre billet d'avion vous a été finalement remboursé par l'ambassade de France? Effectivement. Très bien. Vous avez parlé de M. Diarra, qui était présent. En quelle qualité était-il présent? C'est une colle. Mais je peux vous dire, M. Sédou Elimane Diarra venait de diriger le forum de réconciliation nationale. D'accord. Et il avait une parfaite maîtrise des causes profondes de notre crise. J'en veux pour preuve que quand nous étions dans la salle de Linas Markoussi, il nous a fait distribuer le rapport ainsi que les résolutions qui ont été prises lors du forum. C'était pour aider à la compréhension. Mais en quelle qualité il était là? Seuls les Français qui nous ont invités peuvent dire quelle était sa qualité. Il y avait aussi M. Kébé Mbaye, un avocat sénégalais. Il y avait M. Cheikh Tidiane Gadjo, qui était
ministre des Affaires étrangères du Sénégal et puis des représentants de d'autres pays. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ceux qui les ont invités qui peuvent vous dire quelle est la qualité sur laquelle ils se sont appuyés pour les inviter. D'accord. Enfin, il ne représentait aucun parti politique. Monsieur Diarra, il ne représentait aucun parti politique, là. Non. Très bien. Très bien, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous l'avez un peu dit hier, mais est-ce que vous pouvez nous dire de manière un peu synthétique ce qu'il est sorti de Marcoussis? C'est-à-dire, quelles ont été les grandes décisions? Il y en avait 2 ou éventuellement 3. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour telle chose, on a décidé ça, et pour telle autre chose, on a décidé ça? Première décision importante, c'est qu'on devait former un gouvernement d'union au sorti de Marcoussis. Deuxième, on devait créer les conditions d'élections libres, transparentes et équitables. Troisième, on devait résoudre les questions de nationalité. Cinquième, on devait résoudre les questions de foncier, qui sont pour la plupart à la base de nos différents conflits interethniques. Sixième, on devait créer les conditions pour que la presse soit une presse libre et qu'elle contribue à la démocratie. Donc toute une série de mesures qui ont été arrêtées et qui figurent en annexe du rapport final de l'INAS Marcoussis, du moins de l'accord qui a été signé. D'accord, d'accord. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit, comme ça, ce sera plus simple. D'abord, le gouvernement d'union. Alors, concrètement, matériellement, ça voulait dire quoi? Est-ce que vous êtes mis d'accord, par exemple, sur le nom d'un Premier ministre? À Marcoussis, nous n'avons pas parlé de ces questions. D'accord. Deuxièmement, les conditions d'élection libre, c'était quoi ces conditions? 1. Que tous ceux qui sont en âge de voter puissent voter. 2. Que tous ceux qui sont éligibles ne soient pas éliminés. Et 3. Qu'on puisse avoir une structure pour organiser ces élections. Je l'ai dit hier, ce sont 3 choses fondamentales quand on veut faire respecter la démocratie et faire des élections transparentes et équitables. Il n'y avait pas la question du désarmement? Si ça figure dans la liste des résolutions de Marcoussis, il était même dit de désarmer et de créer une armée républicaine, ce qui va être confirmé par la suite lors des accords de Ouaga 1 et Ouaga 2. Troisièmement, vous avez dit on devait résoudre les questions de nationalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous avais dit que, d'abord, il y avait un problème sur les noms. Le premier jour, je vous ai indiqué, c'est ce débat où un Diarra de Côte d'Ivoire a été, selon le concept d'ivoirité, a été... Monsieur Nguessan, pardon. Je vous interromps une seconde, vous me pardonnez. Mais ça, vous nous l'avez expliqué très clairement, et encore une fois, nous avons vos dires parfaitement retranscrits. Donc tout va bien. Vous avez expliqué ces histoires d'ivoirité. Moi, je voudrais savoir ce qu'il est sorti de Marcoussis sur ce point-là. Troisièmement, on devait résoudre les questions de nationalité. Les questions, vous nous les avez expliquées de votre point de vue, c'était clair. Qu'est-ce qui est sorti de Marcoussis de ce point de vue-là? Marcoussis a arrêté que tous ceux qui sont ivoiriens doivent avoir leur certificat de nationalité. D'accord.
Bon. Alors, Marcoussis, donc, il y a eu, si je comprends bien, une grande discussion extensive qui a duré plusieurs jours, c'est ça? Oui, Il en est sorti des recommandations, oui, et ensuite, tout le monde s'est transporté à Kléber, oui, où se trouvaient, où venaient d'arriver les chefs d'État. Est-ce que j'ai bien compris? exact. Avez-vous assisté aux réunions de Kléber? Non, Donc vous ne savez pas ce qui s'y est passé. Enfin, en tout cas, vous n'en avez pas été témoin. non seulement je n'ai pas été témoin, mais ce qui a été sorti comme document à Kléber, je n'ai jamais eu ce document. D'accord. Est-ce que vous savez quel a été le rôle de Dominique de Villepin dans les discussions, aussi bien Marcoussis qu'à Kléber? Dominique de Villepin était à Kléber, mais il n'était pas à Marcoussis. Alors d'accord, je prends note. Et je reformule. Est-ce que vous savez quel a été son rôle dans ces discussions, et là je suis plus général, entre Ivoiriens? À cette occasion, hein, on parle de cette occasion. Je vous dis que Dominique de Villepin n'était pas dans la salle des Marcoussis. Si mes souvenirs sont exacts, la conférence de l'INAS Marcoussis s'est ouverte à Kléber et Dominique de Villepin était présent. Par la suite, à la conclusion des travaux à Kléber, il était présent. Comme je n'étais pas présent à Kléber, il m'est difficile de vous dire le rôle qu'il a joué. D'accord, d'accord. Alors, je vais passer à un autre point. Vous avez dit le premier jour, et vous m'arrêtez si je me trompe, parce que je vais vous citer de mémoire, enfin, je ne vais pas vous citer, mais je vous le dis de mémoire. Quand la rébellion est arrivée, les ressortissants français ont migré vers le sud. On peut juste avoir la page, s'il vous plaît, je ne vais pas vous interrompre. Alors, c'était ce que j'essayais d'éviter, mais je vais vous la dire tout de suite. C'est page 43. Et je parle sous votre contrôle parce que je le dis de mémoire aussi. Des transcrits d'hier ou Non, de des lundi? transcrits de lundi, De lundi. des transcrits français. Et je vais attendre, Monsieur le Président, si vous permettez, que mon confrère ait trouvé la page, comme ça on sera sûr d'être sur le même plan. Vous l'avez? Alors, vous avez dit donc, à cette occasion, c'est-à-dire non pas hier mais avant-hier, quand la rébellion est arrivée, les ressortissants français ont migré vers le sud. Vous vous souvenez de ça? Exact. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils ont migré vers le sud? Je ne saurais vous le dire, mais je sais que la base militaire française en Côte d'Ivoire se trouve à Abidjan. Et que dans le dispositif sécuritaire enseigné par la France, c'est qu'en cas d'événement, tout le monde devait aller se mettre dans une zone, des zones de protection. Mais ce ne sont pas les Français seuls qui sont descendus sur Abidjan. Beaucoup de populations, principalement du centre, ont fui la zone sous contrôle des mouvements qui ont déclenché la rébellion. D'accord. On va passer à un autre point, si vous voulez bien. Vous nous avez parlé, hier, de la création du RHDP. Vous vous souvenez de ça? Exact. Et vous nous avez expliqué que des représentants de différents partis et mouvements s'étaient rencontrés pour créer le RHDP à Paris. C'est bien ça? Oui.
Et vous nous avez dit, sauf erreur de ma part, que c'était en 2005, correct? Oui. Est-ce que vous vous souvenez quand, en 2005? Je dirais certainement le 25 mars 2005. D'accord. D'accord. Pouvez-vous nous dire très rapidement, comme vous l'avez fait tout à l'heure à propos des représentants, des différents représentants à Marcoussis, qui était présent lors des discussions? D'abord, la création du RHDP, elle s'est faite en 2 phases. Nous avons mis en place un comité de rédaction dont j'étais membre, des tests de création. Et après que ce comité ait fini son travail, nous l'avons soumis à l'appréciation de nos présidents. Le président Bédier, le président Alassane, le président Anaki et le président Mabri. Et c'est une fois que le test a été validé que nous nous sommes retrouvés tous à Paris pour signer cet accord avec les états-majors des différents partis politiques que je viens de citer. D'accord. Ça représentait combien de personnes à peu près, tout ce monde? L'une des règles du RHDP, c'est que chaque parti politique vient avec un état-major de 5 personnes. Mais lors de la signature, il y avait du monde. Puisque tous nos militants et sympathisants qui étaient en France, même en Europe, ont convergé sur Paris. Ma question est un peu plus spécifique. Combien de personnes ont fait le déplacement? En gros, pour avoir une idée, vous nous dites 5 par parti, si je comprends bien, ou mouvement. Ça donne un total de quoi à peu près? Pour qu'on ait une idée. Si vous ajoutez nos différents... Non, juste ceux qui ont fait le déplacement. Ceux qui ont fait le déplacement sur Paris. Je vous ai dit que c'est les états-majors, 5 par parti politique. Et 4, 5 par 4, le chiffre est vite trouvé. Donc une vingtaine, c'est ça? C'est ça. D'accord. Qui avait lancé les invitations? C'est le directoire du RHDP qui a lancé les invitations. C'est nous. D'accord. Qui a payé le voyage des 20 personnes? Nous avons nous-mêmes payé nos voyages. Qui s'est occupé de la logistique? Comment? Qui s'est occupé de la logistique? Nous avions à Paris des représentants des différents partis qui ont réservé la salle et qui ont géré les questions de logistique. D'accord. C'était où la salle? À Kléber. À l'avenue Kléber plutôt. Non. Quoi non? Non, je voudrais vous dire que ce n'est pas le même Kléber qui a servi de salle pour la réunion d'après Marcoussis. Non, c'est précise, c'est à l'avenue Kléber à Paris. C'est bien noté, mais c'est grand l'avenue Kléber à Paris. C'était où avenue Kléber? Écoutez, je ne connais pas la géographie de Paris. Je ne peux pas vous dire. Bon. Alors, pour qu'on comprenne, vous représentez un parti légal, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a d'autres partis légaux qui sont là, enfin d'autres représentants de partis légaux qui sont là, on est d'accord? Exact. Mais il y a aussi des mouvements armés, on est d'accord? Non. Je ne les appelle plus rebelles, rassurez-vous. Non, je précise. Est-ce que vous me parlez de la constitution du RHDP ou vous me parlez d'un autre sujet? Non, du RHDP. Ben, les mouvements qui ont lancé la rébellion, qu'on a pu appeler par la suite, les forces nouvelles n'ont pas participé à la création du RHDP. D'accord.
Donc il n'y avait que... Can you speak? I must slow. Vous pourriez peut-être parler lentement, je vous prie, merci. Donc il n'y avait que des représentants de partis légaux, c'est bien ça? C'est exact. D'accord. Et les forces nouvelles? Vos interlocuteurs, comment ont-ils pris la nouvelle de la création du RHDP? Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question, puisque je n'étais pas des forces nouvelles, donc je ne peux pas vous dire quel a été leur ressentiment. Vous voyez, c'est là où je ne comprends pas exactement. Si vous permettez, je vais vous poser la question autrement, parce que vous êtes un responsable politique. Vous avez vous parlez aux gens, vous avez des interlocuteurs dans différents partis, dans différents mouvements de la société. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que les forces nouvelles s'étaient constituées en un mouvement puissant, notamment après Marcoussis, si j'ai bien compris. Oui. Vous participez à la création d'un mouvement qui regroupe des partis. Et vous n'avez aucune idée de la manière dont la création de ce mouvement est prise par vos différents interlocuteurs dans le monde politique? Écoutez, Maître Altitude, je voudrais être précis. Quand vous posez une question, c'est sur un fait. Ce n'est pas sur des commentaires et des émotions. Vous me demandez la création du RHDP. Je vous dis, le RHDP a été créé sans les forces nouvelles. Et maintenant, vous me demandez quel a été mon sentiment. Non, non. Quel a été leur sentiment? Mais leur sentiment, c'est leur sentiment à eux. Pourquoi voulez-vous que je vienne commenter ici ou bien parler d'un élément qui n'est même pas un fait? Où se trouve le fait? Monsieur Nguessan, je vais peut-être reformuler parce que peut-être il y a eu malentendu. Je n'ai pas demandé leur sentiment, j'ai demandé leur réaction. Réaction. Je n'en sais rien. D'accord. D'accord. Alors on va passer à un autre point. Alors, et n'oubliez pas que si vous êtes fatigué, vous pouvez nous le dire. On peut continuer. Parfait. Alors, hier, vous nous avez dit, page 55, ligne 6, et je cite, « Cependant, dans le camp de la majorité présidentielle, dès lors, il y avait un slogan qui disait, et vous citez à votre tour, donc c'est entre guillemets, on gagne ou on gagne. On ferme les guillemets et vous reprenez, cela veut dire ce que ça veut dire. Quel que soit ce qui se passe, on gagnera. Fin de citation. Alors, Monsieur Nguessan, je vais vous poser 2-3 questions là-dessus. Savez-vous si l'expression « on gagne ou on gagne » a été ou est utilisée dans d'autres contextes que celui de la campagne présidentielle de 2010? Je ne me souviens pas avoir entendu cette expression en d'autres circonstances. Et dans un cadre sportif, par exemple? Non.
vous nous dites, si j'ai bien compris, ça c'était le slogan officiel de la campagne du président Gbagbo, c'est ça? Je n'ai jamais dit que c'était le slogan officiel, j'ai dit que c'était les slogans qu'on entendait du camp du président Gbagbo. Il y avait même des chansons qui avaient été produites où on qualifiait les adversaires de maïs. Restons sur On gagne ou on gagne. Pardon, mais je ne comprends pas bien. C'était un slogan ou c'était pas un slogan? C'était un slogan. Donc repris dans les cérémonies officielles. C'était un slogan officiel, non? Écoutez, je ne suis pas membre du FPI. Quand il fait de ce slogan, nous on l'a entendu. Ne me demandez pas d'aller apprécier à quel moment ils l'ont fait. D'accord. Je voudrais vous montrer, si vous voulez bien, un document vidéographique. Alors, pour le greffe, c'est le greffe ou c'est... Alors, donnez-nous s'il vous plaît la main et je vais annoncer le document. C'est bon. Alors, le document, CIV D15 0004 1499 et il n'y a pas de timecode. Sur votre liste, c'est quel numéro, s'il vous plaît? Je vais vous répondre. « 210. Voilà l'élément. Vous connaissez cette chanson, monsieur Nguessan? Je l'ai souvent fois entendue. Vous connaissez la chanteuse? Antoinette Alani, qui au passage, je vous fais remarquer qu'elle ne fait pas partie de l'équipe du RDR. C'est une chanteuse. Vous connaissez la chanson, vous l'avez entendue souvent, vous nous l'avez dit, vous connaissez la chanteuse. Qu'est-ce qu'elle dit dans cette À un moment chanson? donné, dans le refrain, elle parle de « on gagne, on gagne ».
Mais là, c'est une émission culturelle. C'est mis là-dessus tempo. Ce n'est pas une émission politique. Et elle est passée où, l'émission, cette émission? Cette émission passait à la télévision ivoirienne. C'est une émission culturelle de la télévision ivoirienne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis, c'est une émission qui passe à la télévision ivoirienne et tous les Ivoiriens ont dû entendre ça, du moins ceux qui regardaient cette télévision. Mais placé dans ce contexte, vous doutez bien que bon, c'est purement culturel. Ce n'est pas politique. Le président, monsieur le procureur, monsieur Dermidjian, monsieur le président, vu la question qui a précédé la diffusion de cette vidéo, il serait utile de faire établir par le témoin à quel moment cette vidéo a été diffusée, parce que nous avons une date sur la liste qui précède les élections. Alors je ne vois pas le lien. Si le témoin se souvient à quel moment il a vu cela, ou quel est le lien en fait, parce que pour l'instant c'est du flou. Le président, je pense que la défense se dirige justement vers cela. Allez-y. Mais sûrement. Je me dirige vers cela. Alors, monsieur Guesson, vous m'avez répondu tout à l'heure, sauf erreur de ma part, que ce slogan dont nous venons de parler à l'instant n'avait jamais été utilisé dans un autre contexte que politique par les partisans du président Gbagbo. Donc c'est pas tout à fait exact ce que vous avez dit. Non, c'est exact. Je ne prends pas les chansons d'un artiste pour venir en faire un argument politique. Ok? Le nombre d'artistes qui prononcent des phrases, qui disent des choses. Et là, je ne suis pas ici pour parler des artistes ou bien de la culture. Je suis là pour parler d'un drame que mon pays a connu avec des slogans utilisés par des hommes politiques qui ont créé des problèmes. Je ne sais pas si c'est là qu'ils ont récupéré cet élément, mais ce que je retiens, je ne sais pas la date de création de cette chanson. Je n'ai pas participé à sa composition. Je connais cet artiste, mais nous l'avons écouté. Très bien. Très bien. Alors, monsieur Nguessan, je vais vous montrer une deuxième vidéo, si vous permettez. On a toujours la main. Et le numéro est le suivant. CIV D15 0004 11 79. Timecode 842 à 1413. 842 à 1413. Et sur notre liste, 183. 183. Mais avant, je vais vous demander de recevoir une artiste qui a décidé également d'accompagner le président dans cette visite d'État. Je voudrais vous prier d'accueillir Antoinette Alani. Wouh! Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bamou, amouanou, namou, amouanou, amoualélémio, ndenganke, amsouamousio. Et baba lassani yoba e unwe, oyamwa yamukula. Ambam sike ko boli gumambo amuni amu. Amu ebe ukeli yo. Jumai ote dite ko. Ambam sika fo ablaun yeli ke fiba ema. Ande baba sudi gumae. Na iti ame uke yo. Nasra fi walaka yo. Amu uke. Samwa uke me won uke yo. E baba e wa. E ni an. E group bengbon. Manya mien o ukamu o. Na e uka e baba o. Nna mo ase. Musique. Tout le monde. Yahweh.
gagne, Choco Choco, on va gagner. On gagne et on gagne, on gagne, on gagne et on gagne, Choco Choco, on va gagner. Alors parmi les dérangeurs, il y a toujours un arrangeur. Totorino les samouraïs, DJ Bara, Dimitri Orman. Voilà l'élément. Oya salamuti la mona, loba eh. Elisa diera masalama loba lobe mona oh. Oya salamuti la tonton bala de trambe oh. Dimitri loba salama loba lobe mama buena. Oya sakado 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 sakado. Monsieur Nguessan, Oui, maître. vous avez reconnu la chanson? Oui, je l'ai reconnu. Mais ce que je trouve... Attendez. Répondez simplement à mes Oui, je questions. l'ai reconnu. Est-ce que c'est la même chanson que... C'est la même chanson. Parfait. Vous avez reconnu la chanteuse? Je l'ai reconnue. Qui est-ce? Antoinette Alani. Est-ce que vous reconnaissez sur l'image qui est devant vous, avec qui danse la chanteuse Antoinette Alali? Vous reconnaissez la dame? Je reconnais tous ceux qui sont là puisque j'étais présent lors de cette cérémonie. Répondez bien à ma question qui est bien précise. La dame qui est là, c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Madame Dominique Ouattara. Oui. Ah, ah. Et vous étiez présent? J'étais présent. Seulement ce que vous ne situez pas du tout, je trouve que ce n'est pas normal. Au début de l'élément, on a dit visite d'État du président Alassane Ouattara. On n'a pas dit campagne électorale. Monsieur Nguessan, Monsieur Nguessan, si vous permettez, je voudrais que vous répondiez à mes questions. Mes questions sont simples, elles sont claires, il est facile d'y répondre. Ne nous égarons pas. Je ne m'égare pas. Vous avez répondu autant que vous vouliez, de manière claire. Maintenant, vous regrettez d'avoir dit ce que vous avez dit. Je ne regrette rien, mais les questions sont là. J'ai dit je ne regrette rien. Excuse me. Le président, un instant. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. D'abord, ne parlez pas en même temps. C'est la règle de base. Faites une pause. Nous donnons la parole au procureur maintenant. Et après, nous poursuivrons. Monsieur le procureur, Monsieur Damidjan, les parties ne sont pas censées faire de commentaires sur la qualité des réponses et surtout ne pas dire aux témoins qu'ils regrettent ces réponses. Le président. Je suis d'accord, la réponse est ce qu'elle est. Vous ferez vos commentaires le moment venu. Ce n'est pas le moment maintenant. Merci. Monsieur le Président, les réponses sont les réponses. Vos réponses sont vos réponses. Certainement. Voilà, nous sommes donc bien d'accord. Alors on va passer à autre chose. Si vous me pardonnez, donnez-moi quelques secondes. No, but the witness was interrupted. Monsieur Darmidjan, non, le témoin a été interrompu. Il souhaitait achever sa réponse. Il souhaitait parler du contexte de cette vidéo. Pourquoi ne pas l'entendre maintenant? Le président. À autre chose que mes questions, parce que tout à coup l'accusation voudrait qu'il réponde à autre chose à mes questions. Donc, il est possible, et fort heureusement notre procédure, telle que vous l'avez définie, Monsieur le Président, et vous, Madame, Monsieur, nous permet à l'accusation de revenir sur des points. Ça s'appelle le réexamen, et le procureur sera libre de poser toutes les questions qu'il veut au moment du réexamen. C'est normal, c'est comme ça. Yes. Le président, oui, vous avez tout à fait raison, mais cela n'empêche pas le témoin de dire ce qu'il a à dire s'il souhaite apporter un complément à sa réponse. Nous ne sommes pas en train de débattre de cela. Allez-y, poursuivez vos questions. Alors.
Monsieur le Président, je vais passer la parole à mon confrère Rocher, qui a des questions complémentaires, sous un autre angle, sur différents points, à poser aux témoins, mais je vois qu'il est -7, -8, quelque chose comme ça, donc je m'en remets à vous. Nous pouvons naturellement commencer, mais nous pouvons aussi reprendre à la reprise. We could. Le Président. Là, on pourrait faire la pause maintenant et revenir après la pause, bien sûr. Monsieur Darmijan, Monsieur le Président, oui, est-ce que l'on pourrait avoir la date de la dernière vidéo? Le Président, la date, je pense que nous l'avons déjà, parce que nous l'avons déjà vue. C'est la deuxième fois que nous voyons cette vidéo. Monsieur Darmijan, non, en ce qui concerne la deuxième vidéo, nous n'avons pas reçu la date, le Président. Mais c'est une pièce qui a déjà été présentée à la Chambre. Là, nous avons déjà visionné cette même vidéo. Bien. Ce n'est pas la première fois que nous entendons cette chanson. C'est la 5e fois, en fait. À tel point que nous allons finir par la connaître par cœur. Break and Merci beaucoup. Nous allons faire la pause et reprendre à 14h30.